Aujourd'hui, je suis à Val-David, à la jardinerie Croque-Paysage, avec Madame la Présidente Claudine Gascon. Bonjour Claudine. Salut André. Alors, écoute, tu as fait tellement un beau petit setup, je vais venir m'asseoir avec toi. Ça marche. Le soleil est sorti, fait que j'ai ma casquette de Croque-Paysage. C'est parfait. Très belle casquette. Ouais. Écoute, merci de m'accueillir enfin. Ça fait longtemps que je vais faire cette entrevue. Ben merci d'être là, de me l'avoir proposé. Écoute, c'est toujours un plaisir, mais surtout un privilège de faire connaître davantage des gens extraordinaires comme toi. Écoute, je regardais ton pedigree. Tu as étudié en design, en architecture du paysage, en anthropologie, en horticulture, en permaculture. Ouais. Et là, même, tu es à l'université Ouais. en gestion des espaces verts, en horticulture. Ouais. Mais tu t'es surtout fait connaître en remportant en 2012, je crois, le Grand Prix national d'entrepreneuriat catégorie service aux individus. Exact. Et à l'œil du dragon en 2015. Oui. On m'en parle encore, ça fait 7 ans de Oui, ça. 7 ans. Mais tu étais toute jeune quand tu raconte un peu comment ça a germé. Ouais. Tu avais 22 ans au début. Oui. Ben en fait, j'étais étudiante en anthropologie à l'Université de Montréal et j'étais très impliquée dans la cause cycliste à ce moment-là. Puis je me suis mis dans le fond à côtoyer des écologistes, puis dans le fond, dans la course cycliste, moi je me déplaçais à vélo, hiver comme été à Montréal. Il n'y avait pas de piste cyclable partout à ce temps-là. Et il y en avait moins, il n'y avait pas de Bixi encore, il y a encore beaucoup de place à faire au vélo, mais je pense que Projet Montréal est sur le coup. Puis, donc, je me suis mis à me questionner sur les autres aspects. C'est pas juste le transport, mais aussi l'habitation. Moi, j'avais déjà une technique en design dans mon baluchon. Design d'intérieur. Donc, au niveau ergonomique, penser les espaces, au niveau fonctionnel, l'organisation de l'espace. Alors, tu jardinais pas à l'époque? Non, pas du tout. Mes parents non plus. Comme beaucoup de Québécois de mon âge, dans le fond, il y a eu un saut de génération. Mes grands-parents jardinaient, mais j'ai pas appris à jardiner avec eux. Je les ai vus par contre, puis j'imagine que ça m'a marqué. Puis on avait des cousins qui étaient fermiers, puis ça me marquait à chaque année. Il y avait 5 enfants, puis on allait là une fois par année. Puis quand j'étais petite, je disais que je voulais être fermière. Je pense que j'ai quand même vu à travers mes grands-parents un amour de la terre, dans les actions qu'ils faisaient dans leur jardin. Fait que c'est ça, dans le fond, j'étais étudiante en anthropologie qui était super intéressant. L'étude des regroupements humains. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, puis j'avais la chance de pouvoir aller à l'université, fait que je me suis dit allons-y en anthropologie, trouver un peu plus de sens à la vie. C'est ça. Moi, j'étais en sciences politiques, un peu avant toi, avant le journaliste. Puis ben, ça m'a permis d'un peu remettre l'être humain à sa place dans l'évolution et sur la planète, de comprendre qu'on était un petit peu un parasite là, sur l'autre qui nous permet de respirer et de manger, de vivre. Puis on m'a parlé de permaculture. C'est intéressant que tu parles de parasites parce qu'on traite les bébites, les mauvaises herbes de parasites. On a plein de bactéries sur le corps. Mais l'humain est plus parasite destructeur que les autres espèces. Oui, c'est ça. Alors qu'on devrait plutôt être les gardiens de cette nature-là qui nous nourrit. Puis sans les plantes, on ne respire pas et on ne mange pas. Fait que... Dans le fond, c'est ça un peu. Je me suis même questionnée sur notre rapport avec les plantes. Puis je me suis dit, ben, pourquoi est-ce qu'on fait des aménagements paysagers qui sont juste esthétiques, surtout à Montréal, couronne de Montréal, qui représente les meilleures terres agricoles du Québec, qu'on a complètement bétonisées. Puis, ben, je suis allée faire un voyage au Costa Rica en 2006. Je suis allée rejoindre des amis. Puis on est allé sur différents projets de permaculture là-bas. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de croque-paysage dans un vieux manguier où je dormais. Et on était vraiment sur une ferme de permaculture où un écologiste radical habitait. Frugivore, végétalien. Il ressemblait à Mowgli
lui, là, en bobette dans la nature. Il montait dans les arbres comme un singe. Puis il était vraiment convaincu par ce mode de vie-là. Si on peut dessiner la permaculture en quelques mots, d'ailleurs. Mais en gros, c'est une façon de designer des espaces de vie où l'être humain est intégré à la nature, de façon logique. Oui, c'est ça. La maison construite de matériaux naturels, de matériaux locaux, la maison autosuffisante, pas énergivore. Les toilettes à compost, dans le sens de la maison du 21e siècle, qui fait partie de mon inspiration. Moi, j'étais abonnée depuis longtemps à ton magazine. Puis aussi, au niveau de l'environnement autour, donc des plantes qui nous nourrissent, mais aussi qui sont utilitaires au niveau médicinal, au niveau de la construction, au niveau de l'enrichissement du sol. Donc, régénérer, c'est ça, la nature. De créer des espaces qui sont conviviaux où l'être humain est intégré à la nature. Et il participe. Redonne davantage que ce qu'on fait. Exactement. Il faut donner pour recevoir. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un blanc. Où, dans le fond, on n'a pas, non seulement on n'a pas une empreinte écologique, mais on a plutôt une participation écologique. Donc, on est les gardiens de la Terre. Donc, on est près de la nature pour essayer de la comprendre parce qu'elle est plus grande que nous. Puis de faire des actions logiques qui l'optimisent plutôt que de la détruire. Oui, parce qu'on dit qu'avec la 5e, 6e extinction, la nature n'a pas besoin de nous, mais on peut y contribuer à la restaurer, dans le fond. Nous, on a surtout besoin d'elle. Sans les plantes, on respire pas puis on mange pas. C'est pas, c'est complètement fou de penser qu'il faut la mettre de côté puis la contrôler. Puis c'est un rapport qu'il faut changer. Qu'elle est menaçante aussi. Oui. Alors là, comment est venue l'idée? Tu vis à Montréal, tu as 22 ans, puis tu te lances en affaires. Comment ça se passe, ça? Oui, c'est ça. Là, j'étais en anthropologie. J'ai fini ma mineure en anthropologie. Puis, je me suis inscrite en architecture du paysage. J'avais l'idée du concept. J'étais une artiste d'art appliqué. Je venais au niveau technique, design. Fait que je me suis dit, je vais partir une entreprise où tout va se manger. On va faire de l'aménagement paysager, mais tout va se manger. Mais ça, c'était vraiment une idée. J'étais pas horticultrice. Donc, j'ai réorienté mes études en fonction de cette idée-là. J'étais déjà à l'Université de Montréal. Je me suis inscrite en architecture du paysage. J'ai encore là complété la mineure. J'ai pas complété le bac parce que c'était très concentré sur le design, mais pas permaculturel, pas tant inspiré ou comprendre les terrains là, pour pouvoir amener des choses qui font du sens pour moi. Puis en 4 ans de bac, il y avait seulement un cours obligatoire sur les plantes. Alors que moi, quand je pensais à paysage, oui, un seul cours obligatoire sur les plantes et un au choix, que j'ai pris bien sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, ça l'a changé, mais pour moi, quand je pensais à paysage, je pensais à plantes. C'est de la biologie. Oui. Puis c'est drôle, au niveau, justement, universitaire, il n'y a pas vraiment de bac orienté sur l'utilisation des plantes à l'échelle vraiment permaculturelle, ou comme utiliser les plantes à tous les niveaux, au niveau phyto-ingénierie, au niveau d'organisation de l'espace. C'est ça qui est vraiment original. C'est vraiment la première jardinerie comestible bio au Québec que tu as fondée. Oui. Mais avant ça, c'était autre chose. Mais c'est ça. Donc là, j'étais allée compléter une mineure en architecture du paysage. J'ai travaillé dans le domaine du paysagement traditionnel pour comprendre ce que je voulais pas, que je voulais améliorer et ne pas faire. Puis, j'étais allée voir c'était quoi le domaine traditionnel de l'horticulture, de l'aménagement paysager. Puis après, j'ai fini ma mineure en architecture du paysage. J'étais allée au DEP en horticulture au jardin botanique. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de croque-paysage. C'est là aussi que j'étais au meilleur endroit pour découvrir les plantes parce qu'il y a le jardin de plantes utiles au jardin botanique. Je me suis promenée beaucoup, puis il y a une bonne bibliothèque aussi. Je me suis intéressée à la biographie du père Marie-Victorin qui a écrit La flore laurentienne.
à la biographie aussi de Hubert Reeves, qui est encore en vie, tu sais, tout ça, David Suzuki, ces gens-là, dans le fond, qui voient la vie autrement, puis qui alertent un peu l'humanité à changer les choses. L'aspect biologique, là, réduire les engrais, éviter les pesticides, ça, qui t'a accroché là-dessus? C'est une bonne question. Je le sais pas. À travers mes lectures, à travers... je sais pas. À travers les gens que j'ai côtoyés, tu sais, j'étais allée j'étais travailler dans une ferme maraîchère biologique, à travers mes études. J'ai travaillé aussi en production de plantes indigènes ici à Saint-Adolphe, à la pépinière rustique. Avec Benoît? Avec Benoît, oui. Je faisais les plans d'aménagement de bandes riveraines à la main. Il a fourni des plans pour mettre là. Oui, bien c'est ça. Puis après, on allait les planter. Puis, donc, c'est ça. Puis ensuite, j'ai fait un DEP en aménagement paysager aussi à Tremblant. Donc, ça m'a permis, dans le fond, tu sais, tout ce bagage-là, j'ai allié l'aménagement paysager, l'horticulture, la permaculture, le maraîchage biologique ensemble pour développer des méthodes. Fait que mon but, dans le fond, c'était de vraiment offrir un service de conception d'aménagement paysager comestible. OK. À Montréal, tu ne produisais pas, là. Tu offrais tes services. À Montréal, je faisais rien. Dans le fond, j'ai terminé mon DEP en horticulture jardin botanique. Et on était en 2009. Puis là, j'ai comme fait, hey, j'aime pas tant ça, Montréal. Tu sais, j'étais en vélo tout le temps. C'est quand même... tu risques ta vie, hein, en vélo. Puis la qualité de l'air est questionnable. Puis au niveau de l'agriculture urbaine aussi, moi, je suis pas trop vendue. Tu sais, tant que la ville de Montréal va être occupée à 50% et plus de véhicules motorisés, bien, moi, je trouve ça questionnant de jardiner en ville. Il faut faire des choix. Poser des questions sur les émissions de diesel, les morceaux de les métaux lourds. Les métaux lourds partagés. Puis on m'a répondu que non, ils ont fait des tests, puis c'est santé, mais je pense c'est bon pour l'environnement, mais moi, je ne pourrais pas manger ça. Non, ben moi, tu sais, peut-être sur des toits, mais c'est que c'est complexe, tu sais. Il faut que tu fasses un test environnemental pour le sol. Il faut vraiment que tu t'en affranchisses dans bien des cas parce que les sols sont contaminés. Puis l'air ambiant, moi, je pense que c'est une question d'espace. Aussi, à Montréal, on ne peut pas faire plus de place aux piétons, à l'agriculture urbaine, puis à l'humain, à l'échelle humaine, aux cyclistes, tant qu'on ne tasse pas autant de place pour la voiture. Puis je pense qu'on travaille dans ce sens-là en ce moment. Oui, il faut casser le béton des trottoirs, mais surtout, il faut verdir les flottures. C'est ça. Moi aussi, le comestible en ville. Mais je n'étais pas inspirée. Je n'étais pas inspirée, puis j'ai réalisé que moi, j'ai grandi à Val-David de 0 à 4 ans. Puis, Tes grands-parents étaient ici? Mes grands-parents étaient en ville et avaient un chalet à Val-David. Mes parents ont construit une maison à côté du chalet de mon grand-père. Puis, on a dû déménager en ville quand j'avais 4 ans parce que mes deux parents travaillaient en ville. Mais on est toujours revenus... je pense que le système d'irrigation est en train de partir. Je peux l'arrêter si c'est... Donc, parfait. On est au goutte à goutte. On ne risque pas de se faire arroser. Pour l'instant, on est correct. L'aspersion est dans 1h30. Alors, tu déménages à Val-David en quelle année? En 2009. J'ai terminé mes études en horticulture, puis je suis venue habiter dans le chalet de mon grand-père, qui était encore en vie, ma grand-mère aussi, mais mon grand-père était malade, ne pouvait pas profiter de son chalet, ne pouvait plus profiter de son chalet. Donc, le chalet est un peu laissé à lui-même. C'était le chalet familial, hein? C'était le chalet de mes grands-parents. On se retrouvait là dans le temps des fêtes en famille. Puis, j'ai toujours un beau lien avec ce lieu-là. Je me suis toujours sentie bien à cette C'est ça, j'allais dire. Là, c'est le chakra du cœur. Là, t'es dans ton domaine. Oui. Puis, c'est ça. Là, en fait, j'ai passé l'été là. J'ai travaillé à la pépinière rustique. Puis, à la fin d'été, je voulais juste rien savoir de retourner en ville. La famille voulait vendre le chalet. Puis, j'ai sauté sur l'occasion. Oui. Ça faisait beaucoup de sens pour moi, dans le fond, de m'enraciner sur le pain de terre ancestral qui restait à ma famille au lac Paquin, parce que mon arrière-grand-père est arrivé ici avec sa famille, a colonisé le coin, le secteur de Val-David
Puis a fait partie des fondateurs, dans le fond, du village. Là. Donc, souvent, les gens en ville veulent partir, mais c'est difficile, on n'a pas de racines nulle part. Fait que pour moi, c'était clair. J'avais l'urgence de planter aussi. Puis le terrain de mon grand-père était presque un acre, dans le fond, qui me permettait d'installer des jardins. Puis la maison, c'est lui qui l'avait construite. Elle était bien figée dans les années 60, de drôle de goût. Préfini, bois traité. Il y avait besoin d'amour, mais la structure était bonne. Puis surtout, il y avait un grand potentiel solaire passif déjà. Je voyais, la maison est intégrée dans la montagne, côté nord, sud-sud-est pour l'orientation. Fait que je voyais un grand... Ouais, ben oui. Moi, je voyais un potentiel, en tout cas, pour... Pas de grande fenêtre au nord, là. Non, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, hein, il y a des drôles d'implantations qui se font. Et que je voyais que je pouvais rendre la maison autonome facilement. Fait que je l'ai investi, puis je l'ai rénové, ce qui m'a permis d'investir dans Croque Paysage. Tu n'es pas totalement autonome avec des panneaux solaires? Pas encore, pas encore, mais on travaille là-dessus. Foyer de masse éventuellement, panneaux solaires éventuellement, toilettes à compost éventuellement. Quand on tend vers l'autonomie. Oui, c'est sûr. Les toilettes à compost, c'est compliqué, puis ça prend quand même une installation. Oui, bien je l'ai, l'installation septique. C'est plus les règlements municipaux de Val-David pour l'instant qui, aux dernières nouvelles, ne permettaient pas. Ben, c'est Québec exige que tu aies les deux. Si tu as une toilette à compost, il faut quand même que tu aies ton installation septique. Oui, mais au niveau municipal, ça a une primauté sur le provincial. Puis aux dernières nouvelles, il me semble, ça sera à vérifier. Tant mieux si j'ai... te permet de débrancher l'installation septique. Ils disent non, si tu revends, il faut qu'elle soit fonctionnelle, l'installation septique. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est qu'au niveau municipal, à Val-David, on n'a pas le droit d'avoir des toilettes à compost. Non, c'est ça. Peu importe. Ils interdisent, même si tu... là-dessus avec la mairesse. Oui, c'est ça. Un autre dossier avancé. Là. On a le droit aux poules, on a le droit au potager en façade. Ça avance, là, mais la toilette à compost, c'est pas gagné encore. Alors, ta business a commencé sur un terrain voisin que tu louais pour produire? C'est ça, parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas concevoir et réaliser des aménagements paysagers comestibles sans avoir une pépinière, parce que la plupart des plantes que je voulais étaient difficilement accessibles, pas accessibles et pas bio. Tu as fait beaucoup d'études sur ce qui poussait bien dans notre climat. Hein? Oui, quand j'étais étudiante au DEP en horticulture, jardin botanique, j'avais mon idée d'entreprise, puis j'avançais le dossier là, pour pouvoir vendre ma salade. Je faisais de la recherche sur les plantes qui peuvent pousser au Québec. C'est quoi le genre de plantes que les gens plantent dans les Laurentides qui poussent difficilement, puis quelles autres plantes devrait-on favoriser, par exemple? Écoute, il y a tellement de variétés qui peuvent pousser dans les Laurentides aujourd'hui. Quand je regarde un peu ce que nos arrière-grands-parents faisaient pousser ici, on appelait ça des terres, des champs de patates, des champs de roches. Là. Ils faisaient pousser des patates puis du foin. Alors que mon autre arrière-grand-père, qui était rive sud de Montréal, au même moment, elle vivait une agriculture de subsistance hyper diversifiée. Il y a peut-être une question de manque de notions aussi, mais aujourd'hui, on a des variétés pour le nord qui sont adaptées et qui nous permettent d'avoir des poires, des cerises, des prunes, toutes sortes de... Il y a vraiment moyen d'avoir un petit fruit dans son assiette du printemps jusqu'à l'automne, puis l'abondance, elle est très facile à atteindre. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pousser ici, mais c'est peu. On peut faire pousser des kiwis, on peut faire pousser des noisettes, on a toutes sortes d'arbres à noix. Particuliers oui, les kiwis, c'est les variétés les plus rustiques, puis il faut faire attention, il ne faut pas les exposer au vent dominant, mais je fais des tests chez moi avec des variétés que j'offre pas encore, comme le mûrier arbre qui donne des mûres, celui qu'on connaît, c'est le mûrier ronce, les mûres communes au Québec, c'est un arbuste, mais il y a un arbre aussi qui donne des mûres. Puis chez moi, il en donne. Mais quand je l'ai découvert plein de murs, j'ai dansé autour. J'y croyais peu. Mais dans le fond, c'est je le conditionne plus en arbuste qu'en arbre pour pas qu'il soit affecté par le gel d'hiver. Mais bref, il y a des choses comme ça qu'on peut pousser. Puis on peut peut-être être heureux un peu des changements climatiques pour ça, d'un sens que de plus en plus, on peut... Oui, c'est ça. Est-ce que tu as connu Ken Taylor?
Oui, oui, j'étais allée le visiter, Ken Taylor, à l'île Perrot. Oui, Ouais. c'est comment ça s'appelle, la ferme? La ferme Pointe-du-Moulin, Pointe-du-Moulin. où il y a 2 noms. Green Barn Nursery, je ne sais plus aujourd'hui comment ça s'appelle. Perrault. Lui il m'a raconté, c'est un ancien prof de chimie à John Abbott, un spécialiste, je pense, des additifs alimentaires. Puis il était tanné de parler des poisons. Puis il m'a dit qu'il a importé, même illégalement, des milliers d'espèces de plantes qui font pousser sur le Perrault. Et ils développent des variétés. Justement, j'avais essayé. Oui, c'est vrai. Puis j'avais essayé justement le pau-pau, la ciminier, qui n'a pas bien fonctionné. On l'appelle le manguier du Nord, assiminier ou pau-pau en anglais. Dans le fond, c'est un... P-A-W. Puis, en fait, c'est rustique du nord-est des États-Unis. Ça peut pousser à Montréal. C'est une espèce, au goût, c'est un mix entre la banane et la mangue. C'est un arbrisseau qui peut pousser à l'ombre mi-ombre. Mais ça n'a pas réussi jusqu'à maintenant ici. Les abricotiers non plus. Mais tu sais, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui veut repousser les limites. Je suis plus quelqu'un qui veut y aller avec ce qui fonctionne. Ouais, puis il y a tellement de diversité déjà qui fonctionne. Il a ramené le melon de Montréal qui était disparu dans le fond. Alors là, tu as acheté une serre de 10 000 pieds carrés. C'était un ancien botanique, je crois, qui avait fermé ses portes. Puis tu avais 31 ans. Comment est-ce qu'on fait à une jeune femme qui achète une business comme ça, là? Ça prend du courage. Oui, c'était un peu. Moi, j'ai tendance à foncer, puis ensuite à réaliser ce que j'ai fait. Mais parce que dans le fond, quand j'ai démarré. Dans lequel tu t'es placé. Suivre mon instinct, ma logique, là, ce que les banquiers n'aiment pas tant. T'sais. Moi, je suis plus une entrepreneur artiste. Mais là, est-ce qu'il y a un dragon qui t'a aidé finalement? Non. Mais tu sais, avant de passer au dragon, dans le fond, j'ai opéré pendant 5 ans la pépinière à côté de chez moi. C'était prêté par des voisins. On avait un acre de culture en pot. On n'avait pas d'eau, pas d'électricité. On avait un panneau solaire qui alimentait. On traversait la rue avec le boyau chaque matin qu'on connectait chez le voisin. Merci à tous les gens qui habitaient dans la rue parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Pendant 5 ans. Puis on avait aussi un panneau solaire, un petit panneau solaire qui alimentait le système d'irrigation. Puis ça fonctionnait. C'était juste un petit peu, tu sais, pas super solide comme base. Fait que moi, tout ce temps-là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve un terrain. J'ai un projet qui est nouveau, convaincre des banquiers, tu sais. Je trouvais pas. Et là, au même moment, je passe à la télé. J'étais vraiment à la croisée des chemins. Quand je suis passée au Dragon, je recevais... Comment grandir, hein? C'est ça, survivre. C'est ça, exactement. Puis moi, j'ai toujours été portée logiquement par ma mission, la mission de Croque Paysage, tu sais, d'inspirer et de faciliter l'accès à l'autonomie alimentaire. Donc, j'ai passé à la télé en juin. J'étais... 2015, et le Centre Jardin était en faillite. Et... je m'étais projetée dans ce centre jardin-là au moment du démarrage de Croque Paysage parce que c'était en vente. Ça a été un botanique développé par la famille Piché pendant des dizaines d'années. Hein, ça, c'est la famille qui était ici. Là, il y a une maison à côté du centre jardin, c'était la maison ancestrale. Puis nous, on a une grange. On a une grange ici en arrière qui est notre entrepôt, une vieille grange sur 2 étages immense. Qui a été protégée grâce à eux parce qu'ils ont mis un toit en tôle puis des murs en tôle. Et c'était la grange avec les animaux qui allaient avec la maison d'à côté. Elle est encore là? Oui, je te montrerai tantôt. Oui, vraiment. Puis, fait qu'il faut s'imaginer les lieux ici, là, 117, avec la rivière du Nord en arrière, la ferme, le Mont Alta en face. Là, ça devait être vraiment un endroit bucolique. Puis, je m'étais projetée dans l'espace à ce moment-là quand je démarrais Croque Paysage parce que c'était en vente. Les pichets étaient fatigués, c'était pas une faillite qu'ils ont vendu à 2 hommes d'affaires. Et ça n'a pas fonctionné pour eux. C'était vraiment un centre-jardin traditionnel. Puis... Sais-tu pourquoi, justement? Puis, tu sais, moi, quand j'ai vu que tu achetais ça, j'ai dit, oh là là! Elle risque, la fille, elle doit... Mais c'est ça, il faut être idéaliste. Comme moi, quand j'ai lancé un magazine, tout le monde m'a dit tu es un entrepreneur. Je dis non, je suis un journaliste idéaliste. Oui, c'est ça. Toi. Exactement. Je suis une rêveuse idéaliste qui s'est dit ça n'existe pas, il faut que ça existe. Puis c'est ça, dans le fond. Faut que ça marche.
J'avais une seule employée quand j'ai acheté ici, puis vu que c'est une faillite, dans le fond, je l'ai eu à bon prix. Même, c'était quand même un grand pas pour Croque Paysage. Puis les banquiers n'ont pas cru en moi. Je venais de passer à la télé, il y avait vraiment un engouement social. Mais à la dernière minute, le directeur de compte de Desjardins m'a dit au téléphone « Je ne crois pas en votre projet ». Ça a été très dur et finalement, à la dernière minute, j'ai réussi à avoir un prêt privé et j'ai pu... oui. Okay. Et j'ai pu acheter les lieux. Mais il n'y a pas eu de dragon derrière ça. Et tout le monde me demande, est-ce que tu as fait un aménagement chez un des dragons? Parce que quand j'ai passé à la télé, ils voulaient tous un aménagement comestible chez eux. J'en ai pas fait. La réponse est non. En même temps, l'important, c'est ce qu'ils ont dit à la télé, tu sais, qui a amené un engouement pour... c'est ça. Puis ben, peut-être qu'un jour, j'en ferai, on sait pas. 95% des gens qui passent au dragon, c'est juste la visibilité. Ben, c'est ça que je voulais, honnêtement. Je voulais pas de dragon, tu sais, je voulais faire connaître. J'étais à la croisée des chemins. J'ai reçu une invitation à participer. Je me suis dit, allons-y, allons dans la gueule du dragon. Après, tu l'as remboursé assez rapidement? En 3 ans, dans le fond, là, maintenant, je suis avec... maintenant, je suis avec le Financement agricole Canada. Comme on est producteur agricole, j'ai pu avoir un prêt agricole. Tu as fait tes preuves dans ces 3 années-là? Oui, quand même, oui. Félicitations. Ouais. Merci. C'est vraiment à la croisée des chemins. Oui, ça n'a pas été difficile. Ça a été des acrobaties financières très, très longtemps. Donc, tu as ouvert en 2016 ici, ça fait 6 ans? C'est la 7e saison, je crois. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7e saison. Et c'est quoi le secret de ton succès? Bien, succès, c'est un grand mot. Parce que c'est pas si rose que ça. C'est pas si rose que ça, c'est très difficile. Mais je dirais, c'est de rêver, puis d'être dans l'action, d'y croire, puis d'en parler. Quoique moi, je suis une introvertie. Je suis vraiment, quand on fait les tests de personnalité, là, je suis une logicienne. Je suis quelqu'un qui est dans ma tête beaucoup, puis qui est tout le temps à la recherche du meilleur mode de vie, des meilleurs concepts. Puis vraiment, mon but, c'est de développer des méthodes qui font en sorte qu'on jardine pas beaucoup, qu'on récolte beaucoup. Ça soit facile, Oui, de d'éliminer à la base. C'est le jardinage des paresseux sur but. Exactement, oui. Puis d'éliminer à la base les côtés pas le fun là, du jardinage, là, les irritants du jardinage, le désherbage, le travail du sol, tu sais. Nous, dans le fond, nos méthodes, justement, c'est un mélange d'aménagement paysager, d'horticulture, de maraîchage bio et de permaculture. Donc, on ne travaille pas nos sols, même dans le potager, à partir du moment où l'aménagement est fait. C'est un investissement en temps et en argent. Mais là, on est en train de faire des calculs de rentabilité. Puis, c'est fou. Quand on dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres, c'est faux. Moi, mon but, c'est de montrer à quel point l'argent pousse dans les arbres. À partir du moment où on s'investit dans notre aménagement, puis qu'on investit bien au départ pour que ça soit bien conceptualisé, bien réalisé, il y a vraiment moyen de créer l'abondance très facilement, puis ça ne prend pas des acres et des acres à atteindre. Il faut qu'on parle en détail. Là, je vais être bien sûr que ça enregistre bien, qu'on ne perd pas une minute, parce qu'aux 20 minutes, des fois, ça coupe. Ouais, là, on est à 15, mais parle-moi de ça, parce que j'ai déjà lu un article sur le jardinage des paresseux. On ne veut pas retourner ça à chaque année dans la forêt, dans un champ sauvage, ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est ça. Tu sais, quand on va en forêt, dans le fond, il y a une fertilité naturelle. Les branches mortes tombent au sol, le feuillage à l'automne tombe au sol. C'est les champignons bénéfiques, les bactéries bénéfiques qui s'attaque à cette matière-là, la transforme et la transforme en humus pour la rendre assimilable par les plantes. Puis là, il y a un sol qui se construit comme ça. Par contre, quand on marche en forêt, il y a une compétitivité des plantes. Hein. Les plantes vont pousser en compétition avec le soleil, vont se ressemer. Donc, en permaculture, l'idée, c'est justement de concevoir des espaces où les plantes ne se compétitionnent pas entre elles, mais s'entraident entre elles par rapport au soleil, d'organiser les plantes le plus possible comme ça, puis de créer un sol qui est fertile, dans le fond, catalyser la vie au départ.
Donc, on analyse les sols au niveau agricole. On rajoute des poudres naturelles, de l'argile, du basalte, du biochar, de la chaux si le sol est acide. C'est quoi? Biochar, c'est un genre de charbon de bois qui est très, très stable dans le sol. Qui va capter l'eau, les nutriments qui sont excessifs, puis les redistribuer ensuite lorsque le sol en a besoin. Mais c'est aussi surtout un habitat pour la microfaune du sol. On dit qu'un gramme de sol vivant peut contenir jusqu'à 1 milliard d'organismes vivants. C'est vraiment ça la clé. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ouais. On va tout nettoyer, que ce soit les forêts, les jardins, les terrains. Ouais. Puis on va mettre du chimique qui va tuer les microbes, les champignons, tout ça. Ben, on est à cette ère-là, hein, de réaliser qu'on est couvert de bactéries puis qu'il faut arrêter de vivre dans un monde aseptisé. Moi, je le donne dans mes cours d'assainissement des maisons. Je pense que 95% de notre corps est habité par puis le microbiote, puis justement de manger les légumes de notre jardin dans un sol qui est plein de bonnes bactéries. Il y a un lien à faire. Au contraire. C'est favoriser les espèces bénéfiques. Oui, exactement. Donc, on améliore le sol au niveau de la texture. Parce que, par exemple, ici dans les Laurentides, on a des sols qui sont acides et sablonneux dans la plupart des... Il y a des épinettes, des pins partout. Mais c'est aussi parce que la roche-mère, en dessous du sol qui s'est accumulée au fil du temps, elle est acide. C'est pas une pierre alcaline. Même donc, la roche. Oui, c'est ça. Donc, le sol tend à être acide, même si on n'a pas de conifères sur notre terrain. Mais ça se rectifie. C'est de la pierre calcaire pulvérisée, de la chaux qu'on met pour rectifier le pH. À chaque année? Ou on fait pas des tests de pH à chaque année? Non, bien idéalement aux 3 ans à peu près. Parce que c'est sûr que si on veut une grande diversité de plantes vivaces comestibles ou carrément un potager, ça a besoin d'avoir un sol neutre. Sinon, tu n'as pas de résultat. Les plantes ne sont pas capables de bien capter les nutriments, les minéraux dans le sol, puis les catalyser, des processer, excuse-moi, ça c'est un mot anglais, mais dans le fond, de les utiliser bien pour pouvoir bien donc, c'est la base d'un bon potager, c'est de s'assurer que le pH est bon, d'améliorer la texture du sol pour pas que ça soit... les nutriments, là, oui, c'est ça. Moi, c'est drôle parce que pendant 20 ans, ma blonde m'a dit que j'avais pas le pouce vert. Un, parce que j'avais pas le temps. Puis deux, mon potager était côté nord, en arrière de la maison. Ah ouais, ça c'est sûr que c'est un autre deuxième point important. C'est quoi? C'est 16 heures de soleil qu'il faut? Oui, bien du matin au soir le plus possible, surtout dans les Laurentides. Puis si on ne l'a pas, ben il faut améliorer la masse thermique autour, rajouter de la roche, rajouter de la pierre, de la poussière de pierre, des étrants, tous des éléments dans le fond qui vont augmenter la chaleur. Et on le voit à Montréal, des fois il y a des arbres fruitiers, là, je suis surprise, ils sont pleins de fruits, mais ils sont pas plein soleil, c'est parce que la chaleur va venir pallier au manque d'ensoleillement. Oui, c'est facile quand tu as de l'asphalte du béton, mais il faut mettre des grosses roches derrière le potager. Oui, créer des microclimats avec des étangs qui vont améliorer la biodiversité aussi, puis qui vont tempérer, augmenter la chaleur. Oui. Ben moi, je peux dire que depuis 2 ans, j'ai renoncé, puis j'ai mis mon potager au bord du chemin. C'est un chemin privé, carrément au sud. Ben, c'est ça. J'ai enlevé quelques arbres et là, ça marche. Ouais. Et 2 printemps de suite, je suis venu chercher de la terre en plus de des plants. Oui. Ça marche d'avoir un peu des mélanges de terre que vous faites. Bien, premièrement, idéalement, on améliore notre sol existant. Excuse-moi. Là, je vais te baisser parce que c'est des blocs de 20 minutes. On y arrive. Est-ce que ça va couper 20 minutes? On poursuit. Merveilleux. OK. Ça marche. Le sol existant. Donc, la première fois, on fait un test de sol. Première étape, c'est de connaître la texture de son sol puis le pH de son sol. Puis la texture, c'est au niveau, est-ce qu'il y a trop d'eau passée? Non, la texture, dans le fond, c'est les composantes du sol au niveau minéral. Argile, limon, sable. Exactement, c'est ça. Donc, l'argile, c'est vraiment, vraiment bon à avoir dans un sol pour atteindre la productivité. Ça va bien lier l'humus avec les minéraux du sol. L'humus, c'est à la couche de surface en matière organique décomposée. Oui, puis fait que dans le fond, on veut savoir, on en a-tu de l'argile dans le sol, on a-tu du limon ou on a juste du sable? Puis le limon, c'est quoi? C'est entre les deux. Dans le fond, c'est vraiment une question de particules. L'argile, c'est très très fin, le sable, c'est grossier, le limon est entre les deux. C'est de l'argile en devenir.
Je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau. Des milliers d'années, là, j'imagine, ouais. Donc, c'est ça. Donc, on veut savoir notre rapport d'éléments minéraux dans le sol. Puis, ensuite, au niveau de la structure. Souvent, la structure, en fait, là, au niveau de l'analyse, donc, il faut faire un test de texture. Puis, ça, on peut le faire à la maison. Sur notre site Internet, on explique comment faire. Si ça se défait trop, il n'y a pas assez d'argile. Hein? Oui, il y a une technique au niveau, tu sais, si on met de l'eau puis c'est collant, si on est capable de faire une boule, là, c'est signe qu'on a pris de l'argile dans notre sol. Michel Renaud m'a fait un bon texte là-dessus, notre chroniqueur. OK. Puis il y a aussi un test à faire avec un pot maçon. Dans le fond, on met un peu de sel, 2 tasses de terreau, on mélange, on met de l'eau, on mélange, puis on attend 24 heures. Et là, les 3 composantes, le sable est grossier, il va s'accumuler en dessous. Ensuite le limon, ensuite l'argile. Et là, on est capable de sortir des proportions. Donc, j'aurais dû faire ça avant de. C'est la première étape. 2 fois des voyages c'est la première étape, idéalement, parce qu'idéalement, on veut être connecté au sol existant. Ouais. Puis ça, c'est souvent une erreur qu'on fait de mettre juste de la bonne terre puis de ne pas en mettre beaucoup. Qu'est-ce qui arrive si on est connecté au sol existant? Mais les racines vont arriver au sol acide, sablonneux. Ils ne voudront pas y aller. Oh. Donc, il faut faire une transition idéalement. Donc là, il faudrait que je fasse des trous partout, je vais planter la prochaine. Idéalement, mais encore mieux, on traite une surface au complet. Oui, mais là, j'ai amené 2 voyages de terre. Oui. On pourra s'en reparler, dans le fond, de la meilleure méthode. Conseil. Ne faites pas ce que j'ai fait. Oui, ben c'est pour ça aussi qu'on est en train de revoir la formule de croque-paysage pour mieux diriger les gens. Mais pas juste une productrice et vendeuse de plans, là. Tu conseilles les villes et les Surtout citoyens. pas. On est des concepteurs à la base. On est des gens qui développent des méthodes. Puis, pour éviter que les gens réinventent la roue. Mais pour que ça soit le fun, pour atteindre l'autonomie alimentaire rapidement. Puis arriver à des résultats. Il y a des gens qui arrivent ici qui veulent acheter des arbres fruitiers. On veut que ça fonctionne, le projet. Fait que c'est pas juste l'arbre fruitier qu'il faut que tu achètes. Il faut que tu analyses ton sol avant. On décourage les gens, là, souvent. Parce qu'on leur donne des devoirs. Ils ne poussent pas, ces arbres. C'est pas vrai que tu vas planter un arbre fruitier dans le sol existant et tu vas avoir des résultats. C'est pas vrai. Mais ça vaut la peine d'investir dans ton sol, dans la protection de ton arbre contre les chevreuils les premières années, parce que ton arbre va te donner 250 à 500 pommes par année sur des dizaines d'années si ça réussit, s'il est bien implanté. Donc, c'est ça. Au niveau, on veut tester la texture, puis ensuite le pH. Nous, on fait des tests de pH sur place. On a investi dans une bonne machine pour ça. Ça prend 20 minutes, on donne le résultat, puis on dit quoi rajouter. Chez les gens? Ici, pour l'instant. D'accord, on apporte. Oui, on explique comment faire un bon échantillonnage de sol, puis ensuite, on donne le résultat en 20 minutes. C'est pas compliqué, puis ça coûte pas cher, les poudres. Là, ça coûte moins cher de rajouter des poudres dans le sol que d'acheter une terre à plantation enrichie. La terre, elle peut être bénéfique pour rajouter, si on a un manque, si le sol est très, très sablonneux. Mais en général, ce qu'on va conseiller, c'est du compost et pas nécessairement de la terre enrichie. Si c'est très sablonneux, c'est toujours gagnant de mettre de la terre enrichie. Quand mais le compost, c'est enrichi de compost, mais c'est pas juste du compost. Exactement. On m'a chicané. D'ailleurs, j'ai fait livrer un voyage de compost sur mon ancien potager. Et là, je me suis fait dire, tu es au bord d'un lac, fais pas ça, là. Oui. D'une façon ou d'une autre, ça va couler dans une direction vers le lac. C'est de l'engrais. Oui. C'est délicat, au bord du lac. Oui, il faut faire attention à ça. Mais il y a moyen qu'il n'y ait pas trop de lessivage puis d'érosion si on planifie bien le projet, puis qu'on met du paillage, du paillis de feuillus en surface, là, le fameux BRF, nous on met partout. Bois raméage fragmenté. C'est ça. Donc, on optimise le sol existant avec les poudres naturelles, le compost, puis on finit toujours avec du bois raméal fragmenté de feuillus, qui est du BRF, dans le fond. C'est comme du copeau de bois, du cèdre, mais c'est fait à partir de bois franc. Oui, de bouleau ou autre. Oui, nous on utilise le saule parce on fait affaire directement avec la compagnie Rameau parce qu'on a besoin de beaucoup. Mais on peut aussi appeler des émondeurs locaux puis leur demander quand vous avez une coupe de bois franc, pouvez-vous me l'amener. Souvent, eux, ils doivent s'en départir de toute façon puis ils vont être heureux de vous le donner. J'ai déjà loué une énorme déchiqueteuse chez nous. C'est merveilleux, oui. Il ne faut pas la briser. On a surchauffé la courroie à un moment donné, ça a failli sauter. Mais ça a fonctionné. Il ne faut pas mettre puis en même temps, c'est ça aussi, du bon BRF, c'est fait à partir de rameaux, de branches de 2 pouces et moins. 2 pouces et moins. Idéalement. Voilà la leçon. Okay. Idéalement. Okay.
Fait que ça, on finit avec du bois raméal fragmenté de feuillus en surface. Même dans le potager, on en met. Puis ça va créer comme un sol forestier riche de feuillus. Hein, quand on marche en forêt de feuillus, c'est riche, c'est meuble. Ça va attirer les bonnes bactéries et les bons champignons dans le sol. Donc avec cette recette-là, on catalyse la vie dans notre sol. Même si quand on a fourché ou on a travaillé notre sol, on n'a pas vu beaucoup de vers de terre, ils vont arriver. C'est comme les pollinisateurs, à partir du moment où tu fais un jardin, une plate-bande, ils arrivent. Tu n'as pas besoin d'en... C'est automatique, sincèrement. Tu crées la vie arrive. Elle n'est pas loin, elle est là. Puis elle est juste heureuse que tu aies agrandi leur jardin. Que ce soit bio, là, qu'il n'y ait pas de chimie là-dessus. Puis ce qu'on utilise avant de mettre le paillis en surface, c'est du fumier de poule en granules. Pourquoi on valorise le fumier de poule en granules? C'est parce que c'est un engrais biologique qui est accessible pour les gens, mais dans l'idée aussi que les gens aient leur poulailler puis puissent produire eux-mêmes éventuellement leur fumier de poule. Même chose pour le bois raméal fragmenté. Quand on conceptualise des aménagements, bien, on implante entre autres du saule qui peut être déchiqueté ensuite. Mais les plantes elles-mêmes, quand tu as bien conceptualisé un aménagement paysager comestible, tu as des arbres, des arbustes, des herbes assez vivaces à travers ça. Bien, ils vont toutes perdre leurs feuilles, ils vont toutes perdre leurs branches. En permaculture, on appelle ça du chop and drop, couper et retourner. Tu sais, au lieu de ramasser nos feuilles à l'automne, les mettre sur le bord du chemin, c'est de la matière organique, puis tu veux même pas la ramasser et la mettre dans ton compost. Ça devrait être illégal, le mettre sur le chemin. Puis les saules, c'est merveilleux, ça pousse vite. On peut faire des clôtures même tracées extraordinaires. J'en avais une chez nous que j'ai tuée. Parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. On a Nathalie Levasseur de Racines du Monde, ici à Val-David, qui fait des tressages, des paniers avec le saule. Là, on parle d'autonomie alimentaire. J'aimerais montrer un peu ce que vous produisez ici. Puis on va tendre vers l'autonomie alimentaire. On ne peut pas l'atteindre dans les Laurentides. Ben oui, tout à fait. On peut l'atteindre facilement au niveau des fruits, des légumes et des noix. C'est pour les gens végétaliens comme moi. Presque végétal. En fait, j'ai une alimentation à base végétale. J'ai des poules, c'est ça. Puis je mange pas d'œufs si j'ai pas de poules. Moi, j'ai besoin de savoir que mes poules sont heureuses. Qui a pondu cet œuf, hein? Pour l'instant, donc, je valorise d'avoir un poulailler à la maison, mais je pense que l'animal principal dans un aménagement paysager comestible, c'est l'humain.